Blanc-Jacques. Le mois dernier, il nous est apparu important, voire indispensable, d'ajouter une conférence sur l'eau. Ce bien commun, qui aujourd'hui plus que jamais fait débat dans le monde entier, devenu sujet sensible, il était primordial de confier ce sujet à un conférencier spécialiste et reconnu. C'est en la personne de Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS, que nous avons remis toute notre confiance pour accéder à notre demande, et nous l'en remercions chaleureusement. Et sans plus attendre, je lui passe le micro. Merci à vous. Donc, je vais vous faire une présentation qui s'intitule « L'eau au XXIe siècle, un défi mondial et local ». Alors, on pourrait penser que le titre, il est quand même très ambitieux. C'est tout simplement pour montrer que le problème de l'eau, c'est effectivement une problématique mondiale, mais qui naturellement se décline à l'échelle locale, et on va en parler, bien entendu. Alors, moi, je m'intéresse à l'eau à différents niveaux, en tant que chercheur au CNRS, mais aussi en tant que naturaliste dans différents conseils scientifiques, et puis comme citoyen dans différentes associations que j'ai notées ici, le GREF, l'Université des biens communs de Clermont, Mars Nature et Préva. Pour résumer l'exposé que je vais vous faire, il y a trois grandes idées forces, trois grandes caractéristiques qui vont finalement structurer mon intervention. La première idée force, c'est que l'eau douce, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'eau douce est une ressource rare. La deuxième idée force, c'est que l'eau est très inégalement répartie. Pardon ? Le fil. Ouais, peut-être le... Faut pas que je touche le fil, c'est ça ? Alors, je disais qu'il y avait trois grandes idées forces dans ce que je vais vous présenter. La première grande caractéristique, c'est que l'eau douce est une ressource rare. La deuxième, c'est qu'elle est très inégalement répartie. On le verra à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps, avec un certain nombre de conséquences. Et la troisième grande caractéristique qui a sauté de la diapositive sur la projection, c'est tout simplement que malheureusement, l'eau douce est de plus en plus polluée, malgré ce qu'on peut nous dire. Avant de rentrer donc sur ces trois grandes caractéristiques qui vont structurer ce que je vais vous raconter ce soir, je voulais simplement vous faire un rappel sur la circulation globale de l'eau. Comme vous le savez, viennent de l'atmosphère des précipitations. Alors, il en tombe 21% de ces précipitations sur Terre, et puis donc 87% sur les océans. Ça ne veut pas dire qu'il pleut beaucoup plus sur les océans que sur les terres, ça veut dire surtout que les océans occupent pratiquement les 2/3 de la superficie de notre planète. Alors, bien entendu, l'eau qui tombe sur Terre, ensuite, une partie s'évapore, de l'ordre de 13%, et le reste ruisselle, soit en superficie, soit de façon plus souterraine, rejoignent donc les océans, et les océans, pour que le cycle soit complet, eh bien, il y a 79% plus les 8% qui viennent de l'écoulement depuis la Terre, qui vont s'évaporer, donc 87%, et ainsi le cycle est complet, si l'on peut dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, effectivement, recouvre à peu près les 3/4 de la planète, c'est pour ça qu'on parle de la planète bleue comme une orange, comme disait le poète. Et ce qu'il faut dire aussi, contrairement à ce qu'on peut quelquefois entendre, il n'y a pas de moins en moins d'eau sur la planète. La quantité d'eau sur notre planète, elle est constante depuis des milliards d'années, et elle va être encore constante pendant des milliards d'années. La question qui va se poser, c'est que les différentes phases, puisque l'eau peut être sous 3 phases, une phase gazeuse, une phase liquide et une phase solide, l'importance relative de ces 3 phases peut par contre être différente, et puis le cycle de l'eau peut être accéléré, donc il peut y avoir un certain nombre de conséquences là-dessus. Donc le premier point, c'est de dire que l'eau douce est une ressource rare sur la planète bleue, tout simplement parce que l'essentiel de l'eau sur notre planète, c'est de l'eau salée. 97,5% de l'eau sur la planète, c'est de l'eau salée. Et donc les eaux douces ne représentent que 2,5%. Et encore, il faut dire rapidement que les 3/4 à peu près de ces 2,5%, c'est sous forme de glace au pôle. Et puis il y en a une autre partie qui est sous forme d'eau souterraine, presque un quart également. Donc vous voyez qu'il ne reste que 0,6% de l'eau douce qui est de l'eau de surface, disons directement accessible.
Donc on peut vraiment dire que l'eau douce est une ressource rare. Si on fait le pourcentage par rapport à l'eau totale de notre planète, l'eau douce facilement accessible, c'est simplement 0,02% de l'eau totale. Alors vous comprenez bien que lorsqu'une ressource est rare, eh bien tout de suite, ça peut être la source potentielle d'un certain nombre de conflits. Et les conflits, on peut les trouver à différentes échelles. Il y a des conflits internationaux, historiquement, qui sont liés à l'eau. Alors généralement, c'est lié à des cours d'eau transfrontaliers, et dans un contexte de ressources limitées, évidemment, ça peut conduire à des conflits. Alors autour du Jourdain, du Tigre et de l'Euphrate, au Moyen-Orient, donc, il y a eu des conflits entre notamment Israël et les États arabes, dont le problème de l'eau était une des causes, et notamment la guerre des 6 jours, même si ce n'était pas la seule cause, évidemment. En Asie, autour du Mékong, du Gange, de l'Indus, il y a eu des tensions entre le Tibet, la Chine, l'Inde. En Afrique, même chose, autour du Congo et du Nil, pour ce qui concerne les pays Soudan, Éthiopie, Égypte. Alors, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, il y a aussi ce problème du Colorado, qui prend sa source aux États-Unis. Le problème, c'est que quand il arrive au Mexique, son débit n'est plus que 9% de son débit initial. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, le Colorado a été utilisé pour faire de l'irrigation. Et donc, ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, puisqu'il n'y a plus que 9% du débit initial. Et il y a même une communauté, les Cucapas, là, qui étaient des Amérindiens, qui vivaient dans ce golfe, dans ce delta du Mexique, qui ont été obligés de changer de type d'activité, puisque la pêche n'était plus possible. Donc, il y a également un cas que j'ai cité ici, parce qu'il est plus d'actualité, malheureusement. C'est au niveau de l'Ukraine, et un conflit autour du Dniepr, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'eau vers la Crimée, donc il y a un acheminement par canal, et donc ça a été annexé par la Russie en 2014, et il n'y a pas d'eau souterraine, donc il y a des conflits également à ce niveau-là. Donc vous voyez que la cause la plus fréquente de ces conflits, c'est lorsqu'on a une gestion unilatérale d'un pays. Alors bien entendu, une utilisation rationnelle nécessiterait une gestion globale, solidaire, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Alors, suite à justement ces conflits, il y a une convention de l'ONU qui a été édictée en 1997 sur les cours d'eau transfrontaliers et qui stipule justement que les États doivent utiliser les cours d'eau internationaux de manière équitable et raisonnable. Bon, c'est assez général, mais ça a au moins le mérite d'exister. C'est un texte qui a été adopté en 1997, mais il n'est entré en vigueur qu'en 2014 parce qu'il devait être ratifié par 35 États, et il se trouve que la France n'a pas donné l'exemple puisqu'elle ne l'a ratifié qu'en 2010. Alors, tant qu'on en est sur les problèmes de conflit, on ne peut pas éviter d'évoquer la question des réfugiés climatiques, puisqu'on pense que d'ici 2050, ça sera de l'ordre de 500 millions de personnes qui seront des réfugiés climatiques, qui vont être exacerbés, évidemment, ces réfugiés qui vont être liés au changement climatique avec la montée de l'océan, la désertification à l'inverse, ou la salinisation, ou les problèmes d'érosion. Alors, cause de conflit, mais aussi quelquefois cause de réconciliation, mais c'est beaucoup plus rare. Mais il faut savoir, par exemple, que la Syrie et la Jordanie, en 1999, ils ont construit ensemble un barrage, qu'ils ont d'ailleurs appelé le barrage de l'unité, sur un affluent du Jourdain, et ça sert évidemment comme pour consommation d'eau, pour l'agriculture, pour l'énergie. Également en Afrique, autour du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et la Guinée, il y a eu un accord pour avoir une espèce de gestion équitable, si on peut dire, entre ces 4 pays du fleuve Sénégal. Donc ce sont les conflits internationaux. Le problème, c'est que les conflits ne sont pas qu'à l'étranger. Il peut y avoir en France aussi des conflits d'usage de l'eau. Et avant de parler du conflit d'usage, il faut voir quels sont les usages principaux. Alors là, c'est pour l'Europe, mais la France, c'est à peu près les mêmes pourcentages. Les utilisations de l'eau, pour l'usage domestique, c'est de l'ordre de 12%. Pour l'usage agricole, c'est évidemment la part la plus importante, c'est de l'ordre de 48% en moyenne sur l'ensemble de l'année, mais ça peut monter jusqu'à 70% en été, c'est-à-dire là où il y a le plus de tension sur l'utilisation de l'eau. Ensuite, il y a l'usage industriel, dont la commercialisation de l'eau, qui est de l'ordre de 40%. Et puis, il ne faudrait peut-être pas qu'on oublie, même si ce n'est pas noté dans les textes, il ne faut pas qu'on oublie les besoins des écosystèmes naturels, bien entendu. Alors, ce que je dis, c'est que lorsqu'il y a des conflits en France autour de l'usage de l'eau,
eh bien, il est toujours bon de se rapprocher de la loi de 2006 sur l'eau, qui est une loi qui est plutôt bien faite, qui, en préambule, nous dit que l'eau est un bien commun de la nation, et puis surtout, qui énumère quelles sont les priorités d'usage de l'eau en France. Et donc, la priorité d'usage, vous les voyez ici. Dans un premier temps, évidemment, c'est la sécurité civile, hein. C'est-à-dire que s'il y a un incendie, vous pouvez prendre de l'eau n'importe où. Ensuite, c'est l'adduction en eau potable, et puis après, c'est l'alimentation des milieux naturels et agricoles. Alors, j'ai fait une petite parenthèse en dessous, parce qu'il se trouve que je suis dans une région, moi, qui est très proche de Volvic, et à Volvic, il y a un gros problème. C'est-à-dire que les ruisseaux de toute la région, à l'aval de l'impluvium de Volvic, sont pratiquement à sec, et l'eau, il y en a beaucoup l'eau, mais elle part dans des bouteilles plastiques, dans des camions, pour être bu à des milliers de kilomètres d'ici. Donc évidemment que c'est pas acceptable. Et on a même eu récemment un arrêté de restriction d'usage de l'eau potable, alors que l'eau continue de partir, et puis c'est pas des petites quantités, hein. Vous voyez ici, sur une année, c'est 2,3 milliards de litres en 2021. Et il n'y a plus d'eau dans les ruisseaux, et on n'a plus le droit d'utiliser l'eau comme on le souhaite. Donc c'est vraiment un problème. Alors, c'est un problème local, mais c'est un problème extrêmement important. Alors, tant qu'on parle d'usage de l'eau, simplement, ce que je dis là, au niveau de la France, eh bien, on le retrouve plus ou moins au niveau des différents continents. Bon, pour l'Europe, je ne reviens pas dessus, c'est les valeurs qu'on vient de voir pour la France. Pour l'Amérique du Nord, c'est à peu près du même ordre, hein, parce que ce sont des pays qui ont un développement industriel important. Par contre, lorsque vous êtes en Afrique ou en Asie, vous voyez que l'usage agricole, c'est plus de 80%, tout simplement parce que l'usage en termes industriels est beaucoup plus faible. En Amérique du Sud et Océanie, c'est aussi plus fort qu'en Amérique du Nord ou en Europe, parce que l'utilisation industrielle est moins importante sur ces continents-là. Et vous voyez que pour l'ensemble du monde, eh bien, c'est 10% en utilisation domestique, 20% en industriel et 70% pour l'agriculture. Et ça peut monter, donc je vous le répète, à 90% dans les périodes les plus chaudes. Alors, quelle est l'évolution justement de ces utilisations depuis 1900 jusqu'en 2010 ? Eh bien, vous voyez que toutes les utilisations, que ce soit l'eau dans les barrages en termes d'évaporation, que ce soit pour les industries, pour les municipalités ou pour l'agriculture, vous voyez que cette utilisation a augmenté de façon presque exponentielle jusqu'en 2010. Mais vous voyez que la part la plus importante, évidemment, c'est pour l'agriculture. Et donc maintenant, j'en arrive à la deuxième grande idée force de l'exposé, c'est que l'eau douce est répartie de façon très inégale dans l'espace. Alors dans l'espace, on peut regarder selon les continents. Ça, c'est des quantités d'eau en kilomètres cubes par an. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau en Amérique du Sud, il y a beaucoup d'eau en Asie, il y en a beaucoup moins en Europe et beaucoup moins en Océanie. Mais vous me direz, finalement, ça n'a que peu de valeur parce que ça dépend évidemment de la taille des continents. Donc, il est plus intéressant de regarder par pays. Et par pays, alors, ciel, voilà. Donc au niveau mondial, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très grande inégalité aussi par pays, hein, parce qu'il y a 10 pays, hein, sur l'ensemble des pays de notre planète, il y a 10 pays qui concentrent 60% de l'ensemble des réserves mondiales d'eau douce. C'est le Brésil, c'est la Russie, le Canada, la Chine, l'Indonésie, les États-Unis d'Amérique, la Colombie, le Pérou, l'Inde et le Venezuela. Et vous voyez qu'évidemment, à l'autre bout de la chaîne, vous avez des pays qui sont très déficitaires, hein, c'est plutôt en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Alors une fois de plus, c'est une information, mais tout cela dépend quand même, je ne sais pas pourquoi ça saute, hein. Tout dépend quand même ensuite de la taille des pays, et il est plus intéressant de regarder pays par pays, en sachant que les besoins de base qui ont été estimés par différents auteurs sont qu'il faut, sur une année, il faut 1700 mètres cubes par an et par habitant pour avoir des besoins de base qui sont les boissons, la nourriture et l'hygiène qui soient respectés. Donc c'est ça la limite un petit peu de base. Eh bien, tout à l'heure, on voyait que tous les pays avaient
une quantité qui était, vous voyez, là, supérieure à ces 1700 mètres cubes par an et par habitant. Vous voyez que dans tous les continents, on est au-dessus de cette valeur. Donc on pourrait se dire que tout va bien, mais non, tout ne va pas bien, parce que quand on regarde ensuite pays par pays, vous voyez qu'à l'intérieur de certains continents, au Moyen-Orient, vous avez des pays qui sont bien en dessous des 1700 mètres cubes par an et par habitant. Pareil en Afrique, pour des pays, Tunisie, Libye et Égypte. Même chose en Amérique, plutôt au niveau des îles. Même chose pour Singapour, dans l'île. Même en Europe, au niveau de Malte, par exemple, il n'y a pas les 1700 mètres cubes par an et par habitant. Alors, si on essaye de faire un peu de prospective, comment ça va évoluer, dans quel sens? Eh bien, malheureusement, si on regarde en fonction de la population mondiale en 2000 et ce qui est prévu pour 2025, vous voyez qu'en 2000, il n'y avait que 8% de la population qui n'avait pas ce minimum vital là, de 1700 mètres cubes par an et par habitant. Ça représentait à peu près 500 millions de personnes. Eh bien, les projections nous disent que, en fonction notamment de l'augmentation de la population et puis également en fonction de la disponibilité de l'eau douce, qui nous disent qu'en 2025, ce sera 38% de la population mondiale, c'est-à-dire plus d'un tiers, qui n'aura pas le minimum vital en eau. Ça représente quand même 2,5 milliards de personnes. Donc c'est extrêmement important. Alors, je vous montre une répartition très inégale dans l'espace au niveau mondial, mais aussi au niveau régional, hein, si on parle de l'Auvergne. Alors, pour parler de l'Auvergne, il faut quand même rappeler au départ qu'on a un patrimoine tout à fait exceptionnel d'hydrosystèmes, au moins en termes de diversité. Hein. Que ce soit des eaux de surface, en lacs, rivières, fleuves, tourbières. Ensuite, on a une particularité, c'est que de par notre position centrale dans le pays, et du fait qu'on est dans une région qui a beaucoup de terrain en pente, on est tête de bassin pour beaucoup d'autres régions, et donc on a une responsabilité, parce qu'on a un impact pratiquement sur notre gestion de l'eau, on a un impact pratiquement sur l'ensemble du territoire national. On a également une richesse en eau souterraine, hein, en termes d'eau thermale et d'eau minérale ou d'autres types d'aquifères. Donc il y a toute une activité économique qui peut se retrouver autour de cette grande diversité d'eau en Auvergne. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que en termes de précipitations, on a des ressources relativement abondantes, mais très inégalement réparties, hein, puisqu'on peut passer de 500 à 600 mm d'eau par an en Limagne, c'est-à-dire relativement peu, et on peut aller à plus de 2000 mm d'eau dans le Cantal et dans le Sancy. Et puis il y a une autre idée reçue que je voulais ici démonter, si je puis dire, c'est qu'il ne faut pas penser que l'Auvergne, globalement, est un château d'eau. Ça serait plutôt un parapluie qu'un château d'eau. Tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Auvergne a beaucoup de terrains en pente et beaucoup de terrains qui sont imperméables. Donc l'eau ruisselle beaucoup au lieu de former des réserves importantes. Avec toutefois une exception importante qui sont les zones volcaniques. Les zones volcaniques, elles, sont très perméables, c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de l'eau, et donc beaucoup d'eau s'infiltre, mais uniquement dans les zones volcaniques. Donc l'image, c'est plutôt l'image d'un parapluie plutôt que celle d'un château d'eau, pour ce qui concerne l'Auvergne. Donc je viens de vous parler de la variabilité de l'eau douce dans l'espace, à la fois au niveau national et au niveau international, et au niveau régional. Maintenant, je vais vous parler d'une autre répartition inégale, c'est dans le temps. Alors, on sait bien que de tout temps, évidemment, dans nos zones tempérées, il y a eu, et il y a encore, une variabilité saisonnière des précipitations. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est que le changement climatique, il accroît cette variabilité saisonnière. C'est-à-dire que, pour l'instant, dans la plupart de nos régions, on n'a pas une baisse quantitative annuelle très significative de la quantité des précipitations. Par contre, on a une répartition saisonnière qui s'accentue. C'est-à-dire qu'on a encore moins d'eau en été et on a éventuellement plus d'eau aux périodes automnales, hivernales, potentiellement sous forme d'ailleurs de précipitations violentes. Et ça, on le constate et on le voit de plus en plus. Donc, il y a toujours eu une variabilité saisonnière. Il y a à peu près la même quantité d'eau qui va tomber sur l'ensemble de l'année,
mais ils vont en tomber encore moins en été et plus aux autres saisons, potentiellement sous des formes violentes. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas vraiment ce qui arrange l'utilisation de la ressource en eau, notamment d'ailleurs pour ce qui concerne l'agriculture. Donc il y a une grande question actuellement qui est débattue, c'est que face à cette variabilité saisonnière qui est encore accentuée, alors que l'agriculture demande beaucoup d'eau en été, quelle est la solution pour pouvoir faire de l'agriculture, sachant que pour faire de l'agriculture, il faut quand même de l'eau. Eh bien, il y a une solution simple, mais je vais essayer de vous montrer qu'elle est plus que simple, elle est simpliste, c'est de faire des bassines et des barrages. C'est un débat très actuel. Moi, je pense que, je ne suis pas seul à penser ça, que la solution qui est à la fois durable, responsable, efficace, c'est une gestion intelligente de l'espace. Il faut absolument réduire le ruissellement, il faut augmenter l'infiltration, et pour ça, il faut modifier beaucoup de pratiques agricoles, et il faut modifier également les types d'aménagement du territoire que nous avons actuellement. Alors, pourquoi je dis que les bassines, c'est absolument les barrages, d'ailleurs, ce n'est pas la solution pour l'agriculture? Bien, il y a différentes raisons. D'une part, ça brise ce qu'on appelle la continuité écologique des cours d'eau, la fameuse trame bleue, dont on parle, la trame verte, la trame bleue. Vous savez qu'il y a des organismes qui ont besoin de migrer le long des rivières, le saumon étant un exemple ici que vous devez connaître sans doute, s'il en reste. Et donc, évidemment, lorsque vous avez des barrages, des bassines, et ainsi de suite, ça ne favorise pas le développement de ces espèces-là. Ensuite, et c'est là que j'insiste vraiment, la plupart des bassines sont alimentées en allant chercher de l'eau du sous-sol au niveau des nappes phréatiques. Et donc, c'est de l'eau qui est en sous-sol que l'on monte et qu'on expose au soleil. En l'exposant au soleil, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une conséquence négative en termes de quantité et une conséquence négative en termes de qualité. En termes de quantité, parce qu'il y a évidemment que si vous montez de l'eau et que vous l'exposez au soleil tout un été, vous en perdez une quantité importante par évaporation. Il y a une étude qui a été faite sur les lacs canadiens qui montre que on perd entre 20 et 60% de ce qu'on appelle les flux entrants. Alors peut-être que 60% c'est une valeur vraiment extrême, mais on peut dire qu'on va perdre sur l'ensemble d'une période estivale, on va perdre entre 30 et 40% des débits rentrants. Donc c'est une perte de la ressource, et qui n'est vraiment pas à rechercher. Le deuxième point, toujours, que vous mettez cette eau, vous l'exposez au soleil, évidemment vous augmentez sa température. Et lorsqu'on augmente la température d'une eau, on détruit sa qualité. On détruit sa qualité notamment parce que on favorise le développement d'un certain nombre de micro-organismes, notamment ce qu'on appelle des cyanobactéries qui émettent dans l'eau des toxines qui empêchent ensuite d'utiliser cette eau. Bien souvent, lorsque vous voyez qu'en plein été, qu'il y a une baignade qui est fermée, dans une retenue ou ailleurs, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il y a un développement justement de micro-organismes et notamment de cyanobactéries. Donc, vous avez deux conséquences très négatives. Et donc, moi, je pense que c'est un contresens total d'avoir une eau qui est en souterrain, qui sert, parce que l'eau qui est en souterrain, elle sert à humidifier les sols, et elle fonctionne comme une éponge, c'est-à-dire que les nappes phréatiques se rechargent quand il y a des périodes automnales, hivernales ou hors printanières où il y a de la pluie, elle se charge, et puis ensuite, elle restitue cette eau à la fois aux écosystèmes adjacents, mais aussi pour les cours d'eau, et ainsi de suite. Donc elle joue ce rôle-là, le fameux rôle d'éponge dont on parle si souvent. Mais ça me paraît être une absurdité que de faire passer cette ressource, de la faire passer en surface pour en perdre une grande partie par évaporation et pour détruire sa qualité. Et en plus, il faut savoir que en termes d'irrigation, il y a simplement 6% de la surface utile agricole en France qui est équipée pour faire de l'irrigation. Donc vous comprenez bien que ces bassines ne vont servir qu'à une minorité d'agriculteurs. Et en plus, on le verra tout à l'heure, c'est avec de l'argent public, pour 70%. Et puis ensuite, on a quand même un certain nombre de reculs. Il y a des pays qui utilisent ces bassines depuis plus de 30 ans. C'est le cas du Chili, par exemple. Et ils ont fait justement une espèce de constat, de bilan, très récemment, au début de l'année, là.
Et puis la conclusion globale qui a été donnée, c'est que finalement, ça a conduit à l'accaparement de l'eau par des grandes exploitations intensives au détriment de l'agriculture paysanne, enfin vivrière pour ce pays-là. Et donc c'est évidemment ce que l'on peut craindre ici si on rentre dans cette politique de construction de bassines. Donc, comme je vous le disais, seulement 6% des terres équipées pour l'irrigation, donc c'est que favorable, ça peut ne servir qu'à une très petite minorité d'agriculteurs. Et puis actuellement, il faut savoir que l'irrigation, dans 50% des cas, c'est pour le maïs. Comme vous le savez, le maïs est une plante tropicale. Alors, bien entendu qu'il n'y a pas que le maïs qui demande de l'eau. Le blé, par exemple, demande de l'eau aussi. La différence, c'est que le blé demande de l'eau plutôt au printemps et le maïs, il demande de l'eau en été. C'est-à-dire là où il y a vraiment des problèmes. Et deuxièmement, ce qui est rarement dit, c'est que le maïs, il est très pauvre en certaines protéines. Et donc, parce que le maïs que l'on produit, c'est pas pour nourrir le monde, c'est pour nourrir des bêtes, c'est pour nourrir des troupeaux. Et donc, le problème, c'est qu'il est très pauvre en certaines protéines et qu'on est obligé de complémenter les rations par du soja. Et le soja, 9 fois sur 10, on va le chercher en Amérique du Sud. Donc vous voyez déjà l'aspect tout à fait durable et responsable de la manip, et on continue à faire de la déforestation, et donc on aggrave encore le problème. Donc je pense que faire des barrages, faire des bassines, c'est une espèce de fuite en avant dans le cadre de l'agriculture actuelle. Agriculture actuelle, on le verra par la suite, qui a absolument besoin de faire une transition, parce qu'actuellement, c'est un échec à peu près sur tous les plans. On en reparlera si vous le voulez. Et donc, oui, je rappelle ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, 50% de la consommation d'eau en France, mais 70% en été pour l'agriculture. Alors ensuite, si on part sur cette histoire de bassines et d'irrigation à grande échelle répétée dans le temps, il faut savoir qu'il va se produire un problème qu'on appelle la salinisation des terres. Parce que l'eau, elle a beau être douce, dans l'eau douce, il y a quand même des sels. Il y a quand même du sodium, il y a du magnésium, il y a du calcium. Et lorsque on irrigue beaucoup, au bout de certaines années, ces sels-là restent sur le sol, alors que l'eau, évidemment, soit est prise par la plante, soit s'infiltre, soit s'évapore, mais les sels restent en surface et créent ce qu'on appelle des sols sodiques, et ces sols sodiques sont infertiles. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au Pakistan. Ils ont perdu 2 millions d'hectares comme ça, et ils avaient fait de l'irrigation, évidemment, pour avoir une production agricole plus forte. Au bout du compte, ils ont perdu 30% de la production agricole. Et sur l'ensemble de la planète, la salinisation des terres, c'est à peu près 1 million d'hectares qui sont perdus chaque année pour l'ensemble de notre planète. Ensuite, bon, on sait que si on fait de l'irrigation à très très grande échelle, eh bien on peut assécher des cours d'eau, des lacs, des nappes phréatiques, voire des mers, c'est le cas de la mer d'Aral par exemple. Et puis également, bien entendu, que lorsque vous faites beaucoup d'irrigation dans le cadre d'une agriculture intensive avec des pesticides, des engrais, ainsi de suite, évidemment que vous polluez aussi l'eau. Voilà. Enfin, ciel. Donc, la conclusion pour ça, c'est qu'on a l'impression que cette politique de construction des bassines et des barrages, c'est un peu la privatisation de la ressource en eau, au bénéfice donc de quelques agriculteurs seulement, qui sont généralement dans une agriculture de type industriel, type intensive et donc très polluante, et donc qui détruisent, je l'aurais dit et je le répète, à la fois l'environnement, mais aussi la santé, parce qu'il y a de plus en plus de relations qui ont été mises au clair là-dessus. Et puis, en plus, c'est à l'aide de subventions publiques, puisqu'on dit que c'est de 70 à 75%. Et donc, l'eau étant définie par la loi de 2006 comme un patrimoine commun, je pense qu'on est en droit de ne pas accepter cette privatisation de cette eau. C'était l'objet d'une tribune que j'ai fait paraître dans le journal Le Monde. Ah, ciel, mais ça saute, ça. Alors, je vous signale, mais ces 2 projets qui sont dans le Puy-de-Dôme, alors je ne sais pas si on en reparlera à la fin, il y a peut-être des projets plus locaux, mais dans le Puy-de-Dôme, il y a 2 projets, et ces 2 projets, il y a plus que 2 projets, il y en a, je ne sais plus combien, 21, voilà.
Et le problème, c'est qu'il y en a 2 qui sont relativement avancés, qui sont dans la région de Billon, et leur caractéristique, c'est 15 et 18 hectares. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on met un film plastique sur 18 hectares et on met de l'eau dessus. Je ne sais pas si vous voyez là, qu'est-ce qu'on fait en termes d'évaporation et de destruction de la qualité de l'eau. Parce que là, il n'y a pas un arbre, hein, quand il y a 18 hectares comme ça, là, c'est incroyable. Bon, je vais passer à le porteur du projet, c'est une association syndicale autorisée, mais il y a une coopération avec l'Imagrin. La montagne avait fait un article, mais ils avaient oublié de citer l'Imagrin. Donc il va y avoir un nouvel article où ils vont le citer parce qu'on leur a fait remarquer. Alors là, l'eau ne devait pas provenir de nappes souterraines, mais elle devait provenir d'un pompage dans l'Allier. Le problème, c'est que cette année même, avec le niveau d'eau qu'il y avait dans l'Allier, ils n'auraient même pas pu remplir les deux bassines. Hein. Alors les cultures, c'est essentiellement du maïs et du blé. Alors évidemment, à Billon, on cite l'ail, mais c'est un petit peu pour faire passer la pilule, si je puis dire. Et puis, oui, j'avais marqué ici, c'est qu'il y avait un article donc, dans la montagne qui était très explicite, c'est qu'on voyait les paysans qui étaient à genoux sur leur terre et qui, évidemment, se désolaient parce que la terre était sèche. Derrière, on voyait, je ne sais pas, peut-être 50 hectares. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas une haie. Donc, bon. Et donc, il y a un collectif qui s'est construit à Billon là-dessus, mais bon, il y a peut-être des projets plus locaux. Alors bien, je viens de vous dire ce qu'il ne faut pas faire, mais il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut essayer de dire ce qu'il faudrait faire. Et bien, une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas question de dire que l'agriculture ne nécessite pas de l'eau. Et donc, il faut retenir le plus possible l'eau sur nos territoires. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas retenir l'eau dans des barrages ou dans des bassines. Il faut retenir l'eau dans les sols. Et pour ça, il faut faciliter son infiltration, bien entendu, et limiter au maximum son ruissellement. Et j'entendais encore notre ministre de l'écologie, alors je ne sais pas depuis quand il fait de l'écologie, mais qui disait, il a dû s'échapper, là, il a dû faire une erreur, il a dit, mais les meilleures bassines, ce sont les nappes phréatiques. Ah, mais je suis d'accord avec lui. Il a eu, je ne sais pas où, un éclair de lucidité. Ça n'a pas duré, je ne pense pas non plus. Bon, tout cela pour dire que il faut de l'eau pour l'agriculture, mais il faut garder l'eau dans les sols. Il ne faut pas la garder dans des bassines où on va la perdre et la détruire. Et donc pour ça, évidemment, il y a beaucoup de modifications à voir au niveau des pratiques agricoles, mais aussi, on va le voir, au niveau de la gestion de l'espace. Alors, au niveau des pratiques agricoles, évidemment, il faut aller vers ce qu'on appelle de l'agroécologie, de l'agroforesterie. Il faut planter des arbres et des haies. C'est essentiel pour réguler le climat local. On limite l'évaporation, on facilite l'infiltration de l'eau, on enrichit le sol en matière organique, notamment avec la chute des feuilles, ainsi de suite. Et puis, on en discutait tout à l'heure, c'est important pour le bien-être animal. Hein. L'été dernier, alors qu'il faisait 30 ou 35 degrés dans le Sancy, enfin en moyenne montagne, il y avait des troupeaux entiers qui recherchaient de l'ombre, hein, ils étaient en plein soleil, les troupeaux, il n'y avait pas un arbre. Il y avait quelquefois un petit genévrier, les vaches essayaient de se mettre à l'ombre des genévriers, quoi. Donc, je veux dire, s'il y a des arbres et des haies, ça contribue aussi au bien-être animal. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment développer l'agroforesterie, l'agroécologie en toute urgence. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut aussi avoir des variétés végétales et des races animales qui soient adaptées aux conditions environnementales des terroirs. Par exemple, on peut faire du blé au lieu du maïs, on peut faire du sorgho, on peut faire du seigle, on peut faire de la luzerne. Mais quand je parle d'avoir évidemment une grande variété à la fois végétale et de race animale, il faut que je dise tout de suite que le problème, c'est la biodiversité agricole qui a chuté. Vous voyez, ça c'est la FAO qui le dit, hein, c'est l'organisme international de l'agriculture et de l'alimentation, qui nous dit qu'au cours des 5 ou 6 dernières décennies, on a perdu 75% de la biodiversité agricole. Donc vous comprenez bien que quand on perd une variété végétale ou une race animale, on perd une possibilité de pouvoir s'adapter en fonction des changements qui peuvent avoir lieu par la suite. Il faut avoir évidemment, si vous n'avez plus qu'une espèce animale à l'extrême et plus qu'une variété végétale, vous avez peu de chances d'avoir les bonnes pour être adaptées au climat local et au terroir. Hein.
Ensuite, il y a 2 points qui concernent les sols qui sont importants, 3 points même. Il ne faut plus avoir de sol nu en hiver, mais ça c'est connu. C'est-à-dire qu'il faut avoir des cultures intermédiaires pour avoir moins de lessivage et moins d'évaporation. Et il faut remplacer la fertilisation chimique par une fertilisation organique, parce que, bon, c'est un peu complexe, mais quand vous avez de la fertilisation organique, vous augmentez ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce complexe argilo-humique, c'est lui qui augmente la capacité des sols à retenir l'eau. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut avoir des sols vivants. Et au bout de 50 ans d'agronomie au plus haut niveau, c'est quand même dommage d'avoir actuellement des sols qui, alors je parle des sols dans les zones les plus intensives, hein, qui, si elles n'ont pas d'intrants chimiques, c'est-à-dire pas d'engrais, pas de pesticides, ce sont pratiquement des sols infertiles. Donc il y a vraiment un problème. Donc il faut retrouver des sols vivants, il faut que la microfaune puisse se développer dans ces sols, et notamment parce qu'elle va aérer le sol, et au niveau des interstices, si on parle de l'eau, ça va permettre notamment, pas seulement, mais notamment le stockage de l'eau. Alors ce graphique-là, ben, c'est simplement pour vous dire rappeler ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si on veut faire du blé, vous voyez, c'est les besoins en eau, en millimètres, donc en 10 puissance mètre cube par hectare. Vous voyez que pour le blé, ici, il en faut 550. Pour le maïs, il en faut un tout petit peu plus, mais c'est pas extraordinaire. Mais le problème, c'est que le maïs, c'est en été, alors que le blé, c'est plutôt au printemps. Et ici, c'est tout simplement pour vous montrer que pour faire un kilo de légumes, il faut 322 litres. Si vous voulez 1 kilo de bœuf, il en faut 15 000, c'est-à-dire 50 fois plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus manger de viande, mais je pense que si on en mange un peu moins, ça sera à la fois bien pour notre santé et à la fois bien pour l'environnement. Mais bon, un bon steak. J'appuie sur les flèches. Voilà. On ne pourrait pas fermer la vitre parce qu'il y a la musique de Bon, donc ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a des moyens, qu'il y a des mesures à prendre réellement en termes de politique agricole. Et ce que je voulais souligner, c'est que le secteur agricole est un secteur qui finalement a une certaine, pourrait avoir une certaine facilité pour faire cette transition dont je vous parle vers de l'agroécologie. Tout simplement parce qu'il faut savoir que l'agriculture reçoit beaucoup de subventions. Ils reçoivent de l'ordre de 9 à 10 milliards d'euros par an de la PAC, de la politique agricole commune, et 5 à 6 milliards au niveau national. Donc ça fait quand même 15 milliards. Si ces 15 milliards sont utilisés de façon intelligente pour favoriser la production, c'est-à-dire la qualité, la production de produits qui respectent l'environnement et qui respectent la santé humaine, c'est un des rares secteurs d'activité où actuellement on dispose des budgets pour faire cette transition vers donc de l'agroécologie ou de l'agroforesterie. Le problème, c'est qu'il faut absolument réorienter ces crédits de la PAC, parce qu'actuellement, les crédits de la PAC sont donnés au moins pour une très grande partie en fonction de la taille des exploitations ou du cheptel de la ferme. Alors évidemment, ceux qui touchent le plus d'argent, ce sont les plus grandes fermes et généralement les plus intensives, notamment dans le bassin parisien et ainsi de suite. Et vous avez 20% de ces plus grandes exploitations, donc les plus intensives, qui ramassent 60% des subventions de la PAC. Donc ça, il faut complètement changer cette orientation. Il faudrait vraiment que ces subventions soient données en fonction de la qualité des produits, qui respectent l'environnement et qui respectent la santé humaine. Ensuite, il ne faut pas favoriser non plus l'accroissement systématique de la taille des exploitations, c'est-à-dire que chaque fois qu'un agriculteur part à la retraite,
Il n'y a pas beaucoup d'aide pour que ce soit un jeune qui s'installe. C'est souvent les agriculteurs autour qui, sachant que eh bien, les crédits de la PAC sont dépendants de la taille des exploitations notamment. Et donc, ce que l'on ne dit pas souvent, c'est que l'agriculture, c'est le plus grand plan social de l'après-guerre. Il y avait 7 millions d'agriculteurs en 1950. Aujourd'hui, il y en a moins de 400 000. Donc vous voyez quand même la chute. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces paysans, ils ont été remplacés par du pétrole, de la chimie, des engins. Et encore si ça les rendait heureux. Mais on a quand même l'impression que la profession agricole, dans son ensemble, au moins pour celle qui est en agriculture dite conventionnelle, là, on n'a pas l'impression que ce sont des gens très très heureux. Je pense qu'au fond d'eux, ils ont l'impression quand même qu'ils font des choses qui sont peut-être pas les meilleures qu'ils pourraient faire. Il y a aussi un problème d'endettement, parce qu'on les oblige à avoir des machines de plus en plus grandes, de plus en plus performantes, de plus en plus lourdes, qui tassent les terres. Et lorsque les terres sont tassées en période sèche, ça devient totalement imperméable à l'eau. Et donc, il vaudrait mieux favoriser effectivement des jeunes paysans au lieu d'agrandir toujours les exploitations. Favoriser, mais ça va de soi, des circuits courts avec des productions de qualité, parce qu'il faut quand même que les agriculteurs aient un revenu décent, bien entendu. Et puis, ce qui est un petit peu mangé ici, c'est qu'il y a un problème de formation. Il faut absolument, évidemment, former à la fois les futurs agriculteurs, mais aussi les agriculteurs actuels, à l'agroécologie et à l'agroforesterie. Mais une fois de plus, c'est un secteur d'activité qui, s'il y avait la volonté politique pour faire cette transition, pourrait faire cette transition sans laisser les agriculteurs dans des impasses. Parce que personnellement, je critique beaucoup la gestion de l'agriculture, mais je ne critique pas les agriculteurs eux-mêmes. Ils sont souvent pris un petit peu dans une espèce d'entonnoir qui les oblige à faire des choses qui ne sont pas... Ah, je ne sais pas pourquoi ça ressort. Voilà. Alors, on vient de voir ce qu'il faudrait faire pour changer les pratiques agricoles. Ça ne concerne pas que l'agriculture, le problème de la gestion de l'eau. Ça concerne aussi l'urbanisation et la gestion de l'espace. Et si on devait simplement retenir deux mots-clés pour ce qu'on devrait faire et ce vers quoi on devrait aller, ça serait la désimperméabilisation des sols, c'est-à-dire que, je le répète une fois de plus, il faut favoriser l'infiltration de l'eau, limiter son ruissellement, et puis c'est la végétalisation ou la revégétalisation des espaces, que ces espaces soient urbains ou qu'ils soient agricoles. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire quand il est question des pluies et de la gestion des pluies? Alors si on a des pluies qui sont d'intensité faible à moyenne, je veux dire que les particuliers et les collectivités ont quand même un certain nombre de décisions à prendre. Au niveau des particuliers, dans toute la mesure du possible, c'est bien d'avoir des récupérateurs de pluie, au lieu que l'eau parte sur la route et puis aille polluer un certain nombre de ruisseaux. On peut s'en servir pour arroser le jardin, pour des lavages d'hiver. Ce qu'il faut également, les particuliers, c'est qu'il faut, quand on a la chance d'avoir un terrain, c'est de ne pas imperméabiliser son terrain. Il faut vraiment laisser pénétrer l'eau dans les sols. Et il faut, dans toute la mesure du possible, planter des végétaux. Au niveau des collectivités, bien entendu, et je crois que c'est la plupart des cas, il ne faut pas diriger la pluie vers le réseau d'assainissement, il faut bien entendu avoir un réseau séparatif, et il faut végétaliser, dans toute la mesure du possible, les communes, par exemple, si on est au niveau de la commune. On peut avoir des parkings végétalisés qui soient perméables, hein. On n'est pas obligé d'avoir du goudron pour avoir des parkings. Hein. On peut avoir des revêtements donc poreux, même pour la voirie. Et je cite ici des villes comme Lille, Lyon, qui ont débitumé les cours des écoles. Et l'expérience montre que à la fois les enfants et les enseignants s'y trouvent beaucoup mieux, et on peut même envisager évidemment des activités pédagogiques autour d'un certain nombre d'habitats qu'on peut créer dans ces conditions. Alors, bien entendu, au niveau des collectivités, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il faut, dans toute la mesure du possible, diriger l'eau vers des espaces verts qui vont servir de stockage temporaire avec plusieurs fonctions. Hein. Ça peut être le rôle d'éponge dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça limite le ruissellement et donc ça limite les inondations. Et puis ça peut être par exemple des mares pédagogiques pour les enfants
ou ça peut servir à la biodiversité. Ensuite, dans le cadre du POS, les mairies notamment ont la possibilité de réglementer la perméabilisation des espaces, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner des permis de construire en disant qu'il faut qu'un certain pourcentage de votre terrain reste perméable. Ensuite, bien entendu, qu'il faut un entretien communal qui soit adapté à ce que l'on cherche. Si on veut avoir des sols vivants et non tassés, il faut éviter de tondre la végétation très très rare, éviter d'avoir des sols nus, c'est-à-dire il vaut mieux avoir du paillage. Alors on m'a fait remarquer tout à l'heure que Langeac n'était peut-être pas au milieu de son centre-ville, n'était peut-être pas un exemple de ce point de vue-là, parce que j'ai vu des arbres qui étaient goudronnés, mais jusqu'à l'écorce. Ciel. Enfin. Et puis bon, c'est une parenthèse, mais il faudrait éviter de tailler les haies, le bord des routes et des chemins avec ce qu'on appelle les pareuses. C'est vraiment le symbole du non-respect de la nature. Sans parler que ça abîme tout, ça crée des ouvertures pour des maladies, et ainsi de suite. Donc en résumé, il faut végétaliser et il faut désimperméabiliser les sols. Et ensuite, on va voir que ça va servir. Ça va servir pour l'adaptation des villes et des villages au changement climatique. Vous savez que dans une même ville, entre une place arborée et une place non arborée, il peut y avoir 10 à 15 degrés d'écart. C'est extrêmement important. Et il a été montré que dans les villes qui étaient arborées, il y avait 1/3 en moins de morts lors des canicules. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, évidemment, s'il y a de l'infiltration au lieu d'avoir du ruissellement, on baisse le risque d'inondation. Et on baisse également les effets de la sécheresse et de la canicule. Et puis simplement, si on a des sols vivants, on maintient ou on facilite le développement de la biodiversité. Alors là, j'avais un point sur les zones humides, si ça veut bien rester. Oui. Sur les zones humides, on l'évoquait tout à l'heure avec Philippe, c'est qu'on parle beaucoup des forêts pour ce qui concerne le stockage du carbone, à juste titre d'ailleurs, mais il faut savoir qu'on parle beaucoup moins des zones humides, alors que les zones humides qui représentent que 3 à 6%, ça dépend où on fixe la limite de la zone humide, des terres stockent 30% du carbone terrestre. C'est-à-dire plus efficace encore que la forêt. Le problème, c'est que les zones humides disparaissent 3 fois plus vite. Alors à ce moment-là, si la zone humide est détruite, si elle est polluée, si on brûle, par exemple, des choses comme ça, eh bien, tout le carbone est rejeté. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, même si on pollue des zones humides, avec de l'engrais, de la matière organique, les zones humides deviennent les principales émettrices de méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement important. Sinon, les zones humides, eh bien, elles alimentent les nappes phréatiques, on l'a déjà dit, et elles filtrent aussi une partie de la pollution de l'eau. Ensuite, en termes de biodiversité, c'est tout à fait remarquable. Les zones humides, une fois de plus, 6%, mais 40% de toutes les espèces animales et végétales ont au moins une phase qui passe par des milieux humides. 50% des oiseaux, 30% des espèces végétales remarquables et menacées dépendent également des milieux aquatiques. Alors c'était une petite parenthèse avant d'arriver à la troisième grande caractéristique, qui est que l'eau, eh bien malheureusement, elle est de plus en plus polluée, contrairement à ce qu'on peut quelquefois nous dire. Alors au niveau mondial, lorsqu'on parle d'eau et de santé, on pense tout de suite à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que 80% de toutes les maladies qui affectent l'hémisphère sud sont causées par de la consommation d'eau polluée. Donc il s'ensuit des maladies comme les diarrhées, le choléra, le paludisme. Il y a des chiffres ici qui sont vraiment dramatiques. L'eau polluée, c'est 50% de l'ensemble des décès des enfants en Asie du Sud-Est. Et 1 700 000 enfants en meurent chaque année. Donc vraiment des constats catastrophiques. Donc on a souvent l'occasion de dire que l'eau, c'est source de vie, mais l'eau polluée, c'est source de mort. Ça véhicule de nombreuses maladies, ça véhicule des micro-organismes pathogènes, des métaux lourds et ainsi de suite. Alors pourquoi on en est là ? Il y a un rapport de l'ONU qui nous le rappelle en 2007. C'est tout simplement parce que 90% de l'eau
dans les pays pauvres et 30% dans les pays riches qui ont été souillés, entre guillemets, par des activités humaines, sont rejetés dans le milieu sans aucune épuration. J'ai plus qu'une fois, pardon. Alors, au niveau, je viens de vous parler au niveau international, au niveau national, malheureusement, on a aussi un certain nombre de problèmes. Et là, c'est des données tout à fait officielles, c'est les données, ce qu'on appelle les ARS, c'est les agences régionales de santé. Et donc, en octobre 2022, ils ont publié un rapport sur la qualité de l'eau de l'année 2021. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Eh bien, ils nous ont dit qu'en 2021, il y a quand même 12 millions des Français, c'est quand même 20% de la population, qui ont bu une eau qui était non conforme aux critères de qualité. Et notamment en Bretagne, il y a 43% de la population en Bretagne, parce qu'il y a une agriculture qui n'est pas très respectueuse de l'environnement. Alors, vous me direz, et il n'y en avait que 5,9% en 2020, au lieu donc d'être à 20%, que s'est-il passé entre 2020 et 2021 ? Mais en 2021, c'est tout simplement qu'on a dosé un certain nombre de pesticides qu'on ne dosait pas avant. Donc, quand on cherche les pesticides, on les trouve malheureusement. Et donc, la cause, eh bien, c'est la présence de pesticides qui proviennent, mais malheureusement, il faut bien le dire, essentiellement de l'agriculture intensive. Il faut savoir que 90% de la surface agricole en France reçoit des pesticides. En 2021, 180 millions de tonnes d'engrais chimiques ont été épandus. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les molécules mères qui sont testées dans des laboratoires pour savoir si ces molécules sont nocives. Mais souvent, on ne teste pas les métabolites, c'est-à-dire les produits de dégradation. Et quelquefois, les produits de dégradation sont aussi, ou voire plus, toxiques que ce qu'on appelle les molécules mères. Donc ça pose évidemment beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de pesticides qui sont au-dessus de la norme de qualité, qui est de 0,1 microgramme par litre. J'ai eu là. Bon, donc on voit qu'on dépasse des normes de qualité. Normalement, avec un principe de précaution, on n'aurait pas dû autoriser la consommation de cette eau, mais ça n'a pas été suivi. Il faut savoir que l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a interdit très récemment ce qu'on a un herbicide, le S-métallochlore, malgré l'opposition de la FNSEA, le syndicat majoritaire de l'agriculture, et malgré le ministère de l'Agriculture. Et donc, suite à ces débordements, à ces dépassements de seuil de qualité, il y a eu une proposition du ministère qui était soit on change les normes, soit on ne quantifie plus les résidus des pesticides. Donc, pour que l'eau redevienne conforme et qu'il n'y ait pas de problème dans la presse. Après, il y a une nuance sémantique, c'est que l'eau, elle est non conforme aux critères de qualité, mais elle est potable. Là, on peut se demander où est la nuance. Bon, quoi qu'il en soit, tout cela veut dire qu'il y a vraiment une nécessité de faire plus d'études sur l'impact des molécules mères, mais aussi des produits de dégradation, des métabolites, sur la santé. Et puis vous allez voir, je vais vous montrer des chiffres qui concernent la région Auvergne. Ce n'est pas 1 ou 2 métabolites qu'on trouve, les molécules, là. C'est 80 ou 100. Donc je ne sais pas, différent. Donc je ne sais pas si vous voyez la possibilité de ce qu'on appelle un effet cocktail. C'est juste catastrophique. Bon, je vois que je vous donne des informations. Alors, il y a un dernier rapport de l'ANSES qui a été publié le 6 avril 2023, qui a fait l'effet d'une bombe dans les milieux de la santé et de l'environnement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Plus d'un tiers de l'eau potable donc, est contaminée au métabolite du chlorothalonil. C'est un résidu de pesticide qui est interdit à la vente depuis 2020. Tout ça pour vous dire qu'on a beau interdire un pesticide, c'est encore pendant des années et des années qu'on retrouvera soit ce pesticide, soit ces produits de dégradation. Et donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, le gouvernement n'a pas tardé à réagir, il a déclaré qu'il n'y avait aucun risque pour la santé. Alors, c'est des déclarations plus que surprenantes, parce qu'on sait que ce pesticide est classé comme cancérigène potentiel. C'est le potentiel qui joue. Oui, c'est ça. Alors, je viens de vous en parler au niveau national. Au niveau local, eh bien, je vous parlais d'une étude qui a été faite par le groupe qui s'appelle FIT Auvergne. Eh bien, qu'est-ce qu'a montré cette étude? Alors,
Elle date de 2012, mais malheureusement, on a quelques chiffres plus récents qui nous disent que non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais ça s'est aggravé. Et donc en 2012, eh bien, sur l'Auvergne, il y a 72 bassins versants. Il y en avait un seul qui n'était pas contaminé par les pesticides. C'était le Sichon, c'est en montagne bourbonnaise, donc dans l'Allier. Mais pour le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, il n'y a aucun bassin versant sans pesticides. Et puis donc, il n'y avait aucune amélioration de la qualité de l'eau, puisqu'il y avait eu des références de 2004, alors que l'objectif du ministère, c'était théoriquement de diviser par 2 les quantités de pesticides utilisées. Mais il y a une rémanence qui est extrêmement importante. La même chose a été faite sur les rivières dans le cadre de cette étude, et là on a vu que 96% des rivières ont été contaminées au moins une fois en 2014. Donc sur les 84 rivières étudiées, on a juste trouvé 3 rivières qui n'étaient pas contaminées. Et ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'on n'a pas trouvé 1 ou 2 produits. Il a été trouvé 113 molécules différentes qui ont été détectées au moins une fois. Et quand je vous dis que ça ne s'est pas arrangé dans le temps, même si l'étude peut paraître un peu ancienne, c'est qu'au niveau de l'ORA, c'est-à-dire l'ensemble de la région maintenant, Auvergne-Rhône-Alpes, on a trouvé 156 molécules différentes dans les cours d'eau et 247 en 2019, 156 en 2018. Tout ça pour vous dire que ça ne s'est pas arrangé. La plupart des contaminations, presque 80%, eh bien, c'était des herbicides en 2014. Et donc c'est en lien quand même assez direct avec l'agriculture intensive. Et sur les 10 molécules qui ont le plus souvent été quantifiées, il y a 8 herbicides, et notamment ce fameux S-métolachlore, qui est un herbicide du maïs, qui est interdit maintenant, mais qu'on retrouve quand même. Il est interdit parce que la molécule mère a été classée cancérigène de catégorie 2. Et puis il y a le fameux glyphosate, là, qui est encore en agriculture intensive, et qui a un produit de dégradation qui s'appelle l'AMPA et qu'on retrouve à peu près dans toutes les eaux. Donc vous voyez, j'en arrive maintenant aux conclusions pour vous dire que ce que l'on voit, c'est qu'il faut vraiment avoir des modifications importantes, à la fois au niveau des collectivités, à la fois au niveau individuel, et aussi à la fois évidemment au niveau des structures d'État qui décident des politiques, bien entendu. Mais tout ce que je viens de vous dire, ça montre qu'il faut une plus grande solidarité entre les différentes régions, mais aussi entre les différents secteurs amont-aval. Il faut un changement total de la politique agricole, de l'aménagement du territoire. On l'a vu sur les problèmes d'urbanisation, d'imperméabilisation, de replacer l'arbre au centre, évidemment, de nos habitats. Il faut continuer à favoriser la recherche et l'innovation pour avoir des techniques qui soient moins polluantes ou pour dépolluer, justement. Et il faut évidemment continuer une lutte tout à fait réelle, pas faire simplement du greenwashing, faire une lutte réelle contre le réchauffement climatique et contre l'effondrement de la biodiversité. Alors ça passe à la fois, je le disais, par des comportements individuels, mais aussi par des décisions collectives. On estime que la part à la fois de l'individuel et puis du collectif, c'est de l'ordre de 25% à 75%. Et ce qu'il faut, c'est évidemment penser globalement, mais il faut agir localement. Et ce que je voulais vous dire, avant de conclure définitivement, c'est que je vous ai parlé d'eau. Le problème, c'est que l'eau, c'est un marqueur d'un plus grave constat environnemental qui est beaucoup plus large, qui ne concerne pas que l'eau. Donc je pense que l'urgence pour cette transition écologique solidaire, elle est vraiment absolue. Et on est à une époque charnière, extrêmement importante, sachant que si on ne fait pas la transition maintenant, la non-transition sera beaucoup plus coûteuse que la transition pour la société. Alors à chaque fois, je mets ici produits bio, parce qu'on nous dit l'agriculture bio c'est bien, mais le problème c'est que les produits sont chers. Ils sont chers parce qu'on est organisé comme ça, mais les produits issus de l'agriculture conventionnelle intensive, vous les payez 3 fois. Vous les payez une première fois quand vous allez dans votre grande surface, les acheter. Vous les payez d'ailleurs peut-être pas suffisamment cher pour que ce soit rémunérateur pour l'agriculteur. Mais vous les payez une deuxième fois parce que l'agriculture ne vit pour 15 milliards de subventions, c'est-à-dire d'impôts. Et vous les payez une troisième fois, et ça personne n'en parle jamais, et c'est le point le plus important, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Quand il faut dépolluer l'eau et qu'il faut soigner les gens, je peux vous dire qu'à la société, ça coûte extrêmement cher, beaucoup plus cher que les produits biologiques. Beaucoup plus cher.
Alors, le point peut-être positif dans tout ce que je vous raconte, c'est que l'homme détruit la planète, certes, mais il a aussi les connaissances scientifiques et les outils pour que cette transition dont je vous parle, pour avoir une société durable, résiliente, puisse se faire. Donc, je vous ai parlé de l'agroécologie, de l'agroforesterie. Il y a des études qui ont été faites, notamment par l'INRAE, et qui ont montré que le bio, l'agriculture bio, peut très bien nourrir l'ensemble de l'Europe en 2050. C'est essentiellement un problème de volonté politique et de lutte contre les lobbies. Le problème, c'est que les lobbies de l'agrochimie, de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie, on a l'impression qu'avec la FNSEA, c'est eux qui décident au ministère de l'Agriculture. Ensuite, ce que je voudrais vous dire également, c'est que c'est vraiment un changement de système, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, qui concerne à la fois le développement social et économique qui est vraiment nécessaire si on veut avoir une réponse durable à la hauteur des enjeux. Donc c'est vraiment un changement de système. Et là en dessous, vous voudriez lire, mais ça passe pas, qu'il faut faire très attention à tout ce qui est la récupération pour avoir des labels qui vous font croire qu'on s'occupe de l'environnement. Il y a par exemple un label qui s'appelle le HVE, la haute valeur environnementale. Ça n'a strictement aucune valeur, c'est juste un label pour faire vendre. La haute valeur environnementale, c'est vous avez un champ. Si vous laissez une bande d'1 mètre tout autour de votre champ en laissant l'herbe sauvage, vous allez obtenir le label, quelle que soit la quantité de produits chimiques que vous allez mettre sur vos productions. L'agriculture raisonnée, c'est pareil. Ce sont des labels pour faire vendre. Le seul truc qui a un label qui est à peu près reconnu et qui est à peu près suivi, c'est quand même l'agriculture biologique. Il faut se méfier de tout ce qu'on appelle le greenwashing. Alors pour vous montrer ce que je dis que le problème ne se résume pas au problème de l'eau, même si c'est un problème crucial, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement, qui montre vraiment qu'il faut une transition. Tout simplement, le jour du dépassement, vous avez bien entendu parler de ça, c'est le jour de l'année où la population mondiale a consommé ce que la planète produit justement en une année, comme une ressource naturelle, donc en un an. Et c'est pour comprendre, c'est par exemple la quantité de poissons qui est produite sur l'ensemble de la planète en un an, ou la quantité de bois produite en un an. Et donc, le jour du dépassement, c'est le jour de l'année où on a consommé ce qui est produit dans l'année. Et donc, vous voyez que dans les années 70, c'était à peu près équilibré. C'est-à-dire qu'on consommait à peu près ce que la nature produisait en un an, on le consommait à peu près en un an. Le problème, c'est que vous voyez que déjà en 2000, ce jour du dépassement, c'était le 25 septembre. Ensuite, en 2019, le 29 juillet. Si on parlait de l'Europe, c'était même le 10 mai. Et en 2022, c'était le 5 mai pour la France. Le 5 mai, ça veut dire qu'en France, on avait consommé l'ensemble de la production annuelle en termes de ressources renouvelables. Et donc, évidemment, si on continue sur ce système-là, vous comprenez, on attaque le stock, pour faire une image. On descend le stock à chaque fois, quoi. Donc, évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, ce qu'il faut bien préciser à chaque fois, c'est que tous les pays sur notre planète ne sont pas dans les mêmes, ne sont pas à mettre au même rang en termes de responsabilité. Il faut savoir que si toute la population mondiale consommait les ressources naturelles, comme les États-Unis d'Amérique, il faudrait 5 planètes Terre. Pour la France, il en faudrait quand même encore 3. Et si on parle des pays les plus pauvres, eh bien, la moitié d'une planète suffirait. Cela dit, peut-être qu'ils auraient quand même droit à une consommation un peu supérieure. Et puis, ce qui illustre ce que je viens de vous dire, par exemple en termes d'émissions de carbone, c'est qu'une famille de 6 enfants en Afrique émet 40 fois moins de CO2 qu'une famille française de 2 enfants. Et donc, il faudrait émettre 2 tonnes de carbone par an et par habitant, et en France, c'est 5 fois trop, c'est de l'ordre de 10 tonnes. Donc vous voyez que les pays qui souffrent le plus de ce changement, notamment du changement climatique, eh bien, ce n'est pas eux qui en sont les plus responsables. Et bien là, j'en arrive vraiment à la dernière diapositive, qui est vraiment une diapositive de conclusion, mais une conclusion plutôt citoyenne. Vous aurez compris que je pense que cette transition écologique solidaire, ça devrait être un horizon qui soit fédérateur, qui soit commun à toutes les échelles, à tous les niveaux, national, européen, mondial. Et que je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que cette transformation, cette transition écologique solidaire, les deux termes sont à ne pas dissocier, ça devrait être le grand dessein, ça devrait être la grande cause du XXIe siècle.
Je n'hésite pas à faire le parallèle avec le XVIIIe siècle. Vous savez que le XVIIIe siècle, c'était le siècle des Lumières, tout cela pour s'opposer à ce qu'on pouvait appeler l'obscurantisme. Il faudrait que le XXIe siècle, ce soit la lutte contre l'écocide et que ce soit vraiment le siècle du vivant, du respect du vivant. Je n'hésite pas à faire le parallèle entre ces deux siècles, parce que je pense que c'est au moins aussi important. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment où la politique a quand même un peu de mal à se faire entendre, avoir un projet de ce type-là, ça serait quand même de nature à réhabiliter la politique dans sa fonction la plus respectable, c'est-à-dire faire valoir l'intérêt général dans sa dimension la plus universelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo.